Bonjour Philippe Brun. Bonjour Alex Beuil. La présidentielle, c'est dans 10 mois et les socialistes tentent de s'organiser. Olivier Faure a mis récemment une proposition sur la table, une double primaire en 2 temps. Une première au sein, ce qu'on peut appeler la social-démocratie, c'est le PS élargi. Et puis une deuxième entre le vainqueur et le reste de la gauche, notamment les écologistes. Bref, sans les insoumis, est-ce que c'est pas une usine à gaz ? Oui, en tout cas, ce qui compte pour nous dans le courant qui s'appelle le TOC, c'est de dire qu'il faut d'abord un accord programmatique avec les écologistes, les communistes, Place Publique, et un accord aussi de circonscription législative avant un processus de départage. La proposition faite par Olivier Faure, moi, elle ne me dérange pas sur le fond. Si ça permet de rassembler un maximum de Glucksmann à Ruffin, c'est positif. Mais ce qu'il faut d'abord pour nous, c'est un accord législatif et un accord programmatique. Il ne faudrait pas que, par exemple, imaginons que Marine Tondelier gagne la primaire, qu'on soutienne la sortie du nucléaire. On veut qu'on ait un accord, par exemple, sur la discussion du nucléaire. Si demain, François Ruffin gagnait la primaire, on souhaiterait quand même qu'on ait certains garde-fous sur l'immigration. Parce que nous, contrairement à François Ruffin, nous ne sommes pas favorables à la fin de l'immigration de travail. Bref, il faut qu'on ait une vraie discussion programmatique et c'est le message que nous avons porté au sein du parti. Est-ce que vous pensez que Raphaël Glucksmann, François Hollande, Bernard Cazeneuve seraient d'accord pour cette fameuse double primaire ? Ils n'étaient pas d'accord pour une seule primaire, donc pourquoi ils seraient d'accord pour 2 primaires ? En tout cas, la vraie question, c'est d'abord le Parti socialiste. Moi, je pense que le mérite de la proposition d'Olivier Faure, c'est qu'au moins, il fait voter les militants socialistes sur un candidat. Après, on verra bien ce qui se passera. Sur X, vous avez été plus sévère avec cette double primaire. C'était une boutade, mais je crois qu'en tout cas, il faut un vote des militants socialistes. Et ce vote-là, il est permis par cette proposition. C'est au moins la partie positive de la proposition d'Olivier Faure. Il faut que Raphaël Glucksmann comprenne une chose, c'est que quoi qu'il arrive, il devra se soumettre à un vote des militants socialistes s'il souhaite être candidat. Et il ne sera probablement pas le seul candidat d'ailleurs soumis Donc au vous vote lui des dites ce socialistes. matin, Raphaël Glucksmann, vous devez vous présenter à cette première primaire En tout cas, des socialistes. la première primaire, oui, bien sûr, il y aura un vote, parce que c'est nos statuts. On a un parti très démocratique, on vote surtout au sein du Parti socialiste, on vote nos budgets, on vote l'ensemble de nos investitures. On doit voter pour le candidat à la présidentielle, c'est dans nos statuts. Donc attendez, arrive, si je comprends votre position, vous êtes pour une primaire entre socialistes, avec Raphaël Glucksmann, mais vous n'êtes pas d'accord pour la deuxième primaire, qui serait que le vainqueur affronterait bien le reste de la gauche. Ce qu'il faut, c'est qu'ensuite, il y ait un rassemblement avec le reste de la gauche, ça nous y sommes favorables, mais d'abord... Sous la bannière des socialistes. D'abord, un accord programmatique, nous le disons, un accord programmatique et un accord de répartition de circonscriptions législatives. Ce qu'il faut, c'est que chacun puisse s'y retrouver. On ne va pas faire une primaire où on est d'accord sur rien. Donc d'abord, mettons-nous d'accord sur un programme. Et le programme, ça ne peut pas être celui du NFP revisité. Il faut faire quelque chose de neuf qui parle vraiment au concret des gens. Et donc, c'est ça que nous proposons aujourd'hui. L'entourage de Raphaël Glucksmann, d'ores et déjà, semble fermer la porte à cette primaire. Ils disent, grosso modo, si ça fait 1 an qu'on dit non à une primaire, donc c'est pas maintenant qu'on va dire oui à une deuxième primaire, à 2 primaires. Donc ça veut dire quoi, cette proposition d'Olivier Faure? Ça fait déjà, d'ores et déjà pchit. Nous verrons bien. De toute façon, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à sortir de l'ornière. La difficulté que nous avons, c'est qu'on a un espace qui, aujourd'hui, peut remporter l'élection présidentielle. Cet espace qui rassemble les socialistes, les écologistes et les communistes. Sortir de l'ornière, c'est pourquoi pas se mettre derrière la bannière de Raphaël Glucksmann pour sortir de l'ornière? S'il fait la démonstration qui rassemble derrière lui également les écologistes et les communistes, alors oui, ce sera le meilleur candidat. Mais tout ça, il faut le construire. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que moi, je ne suis pas très fan de la primaire. Les écologistes, eux, la demandent, c'est une condition sine qua non pour participer à la discussion. Donc on doit maintenant avancer. Il faut que les apparatchiks des partis se mettent autour de la table et vraiment arrivent avec une solution avant l'été. Il y aura un vote militant, je crois, le 9 juillet prochain. Samedi soir, les scènes de violence après le match du Paris Saint-Germain ont choqué bon nombre de Français. Ça dit quoi pour vous de la France? Est-ce que c'est une nouvelle forme de délinquance? En tout cas, ce qui est inquiétant, c'est les chiffres annoncés hier par le Premier ministre, question gouvernement, qui dit qu'une écrasante majorité de ceux qui ont été mis en cause dans ces violences ne sont pas des récidivistes, mais des gens qui, au contraire, arrivaient pour la première fois cassés. Ça montre donc qu'il y a une forme de violence brute, de nihilisme, dans une partie évidemment extrêmement minoritaire de cette jeunesse. Et moi, j'attends que nous ayons toutes les informations sur ce qui s'est réellement passé avant de faire des propositions. Pour 86% des Français, les casseurs doivent payer les réparations. Si les casseurs sont mineurs, est-ce qu'il faut prélever une partie des prestations sociales versées aux parents afin de financer ces réparations? Sébastien Lecornu a ouvert la voie à cette option-là. Vous êtes d'accord? En tout cas, que le casseur paye, bien sûr, que vous savez que les enfants ne sont pas responsables civilement des actes qu'ils commettent, donc c'est les parents qui le sont.
Donc aujourd'hui, pas besoin de modifier la loi. De toute façon, les parents devront de toute façon rembourser. Mais sur la question précise des prestations sociales, est-ce qu'il faut y consacrer une partie au remboursement? C'est une vieille arlésienne, c'est une vieille idée d'Éric Ciotti, qui a été mis d'ailleurs partiellement en place avec le succès que l'on connaît, qui n'est pas très réel. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la question, c'est surtout de faire payer ceux qui ont cassé, et ça, j'y suis favorable. Vous êtes à la tête d'une mission flash qui doit faire la lumière sur de potentiels profiteurs de crise depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y a 2 profiteurs de crise. Le premier, évidemment, c'est les sociétés qui vendent des hydrocarbures, en particulier Total Energy, notre champion national. Même si elles plafonnent les prix à la pompe, justement pour compenser et rendre une forme de pouvoir d'achat aux Français. C'est moins de 20% aujourd'hui du carburant vendu dans le pays. Il y a d'ailleurs 15%, puisque Total n'approvisionne plus ses pompes. Dans ma circonscription, toutes les pompes sont vides depuis très longtemps. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Total a fait un super profit de 5 milliards d'euros au premier trimestre, augmentation de 50%. Voilà qui est deuxième profiteur, l'État, qui a vu les recettes de TVA exploser, plus 2 milliards. C'est pas du tout ce que dit Sébastien Lecornu. Oui, il dit qu'au contraire, il y a une baisse de la consommation des carburants et qu'il n'y a pas du tout de fameuse cagnotte magique, loin de là. Le ministre dit le contraire. Au mois de mars, il dit qu'on a eu 280 millions supplémentaires. Et moi, je regarde oui, les mais chiffres. entre-temps, ça a baissé. Et moi, je regarde les chiffres de la TVA, Alix Bouillaguet, puisque nous avons à la Commission des finances chaque semaine le relevé mensuel et hebdomadaire de ce que l'État touche. La TVA, on a eu plus 2 milliards au mois de février, on a eu plus 1,7 milliard au mois de mars. Les prix augmentent partout. Et évidemment que l'État gagne de l'argent. Il faut arrêter de mentir aux gens. Comment vous pouvez faire croire que d'un côté, on devrait dénoncer les super profits de Total, alors qu'il y a l'État qui touche 20% de l'augmentation des prix. Le gasoil a augmenté de 40%. Qui peut faire croire aujourd'hui, quand le gasoil augmente de 40% et que l'État prélève 20% de cette augmentation, que l'État ne gagne pas de l'argent? Sauf que l'État, aujourd'hui, gèle plutôt des crédits, notamment dans des ministères qui étaient censés être sanctuarisés. Je pense à la justice, à la défense. Il a raison de couper à un moment, de dire qu'il faut faire des économies et plus que prévu? Parce que le budget qui nous a été présenté n'est pas sincère. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un énorme problème depuis 2017, c'est qu'on a des politiques publiques qui ne sont pas financées. On a fait beaucoup de promesses fiscales, 60 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les plus riches de notre pays. Et en face, évidemment, on n'a pas réduit les budgets à due concurrence, parce qu'il y a des besoins. On n'a pas privatisé France Télévisions, mais on a supprimé la redevance télé. On n'a pas supprimé les communes, mais on a supprimé la taxe d'habitation. On n'a pas supprimé nos grands services publics, mais on a supprimé l'impôt sur la fortune et la taxation du capital. Et bien à la fin, évidemment, on le paye. Et donc, on se trouve dans cette équation budgétaire impossible. On doit faire des annulations en cours d'exécution. Le budget de l'automne, il est déjà dans toutes les têtes. Vous êtes en quelque sorte le monsieur budget du PS. Vous travaillez depuis plusieurs semaines sur une proposition de loi qui permettrait au pays de vivre sous un régime de loi spéciale pendant 6 mois. Grosso modo, on reproduit le budget précédent. Mais Sébastien Lecornu, il a d'ores et déjà dit non. Alors, il dit non parce que ça empêcherait le président élu de faire adopter en urgence une loi de finances rectificative, ce qui promet d'importants dérapages budgétaires. Donc, ce n'est pas une option, en fait, pour Sébastien Lecornu, votre proposition de loi spéciale. Écoutez, soit en vérité, soit on modifie aujourd'hui la constitution des finances, qui s'appelle la loi organique relative aux lois de finances, et on permet au pays de vivre sans budget pendant l'élection présidentielle. Soit en vérité, s'il n'y a pas d'accord cet hiver, on se retrouvera sous le régime actuel que nous avons connu et qui est encore pire. Parce que je dis à Sébastien Lecornu qu'il faut se préparer à toutes les situations. Il y a des situations dans lesquelles il y a un compromis. Entre nous, cette situation, elle est peu probable. Alors, compromis, concrètement, quel compromis, quelle concession est-ce que le Premier ministre doit mettre sur la table pour convaincre les socialistes de ne pas le censurer? Écoutez, en tout cas, la première des propositions, c'est la question du pouvoir d'achat. On ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux devant l'immense problème qu'on a dans le pays. Je rappelle que le bilan Donc ça passe par quel compromis, quelle mesure? D'abord, évidemment, sur le carburant, il faut des choses sur les salaires, évidemment. Mais sur le budget, je vous parle du budget pour que vous acceptiez de ne pas le censurer. On n'en est pas là aujourd'hui. On n'a pas ouvert la discussion, on ne sait même pas ce qu'il propose dans son budget. On a quand même l'expérience des 2 dernières années. On nous fait accepter des budgets, nous ne les censurons pas et on annule les crédits 2 mois plus tard, y compris des crédits sur Donc à quelques mois de la présidentielle, visiblement, il n'y aura pas de pacte de non-censure comme ce qui s'est joué à l'automne dernier. Ce que je constate, Alix Bouillaguet, c'est par exemple en Espagne. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas de budget. Et ça se passe très bien parce que justement, ils ont modifié leur constitution organique pour permettre d'avoir des lois spéciales qui reconduisent le budget de l'année d'avant. Et ça évite finalement le collapse qu'on est en train de vivre. Mais il a dit non, Sébastien Lecornu. Peut-être qu'il faut qu'il arrête de dire non, qu'il regarde ce qui se passe en Espagne. Et c'est à mon avis la seule solution pour éviter le chaos budgétaire en pleine élection présidentielle. Proposition que je fais, je crois que c'est la plus sage. Merci beaucoup Philippe Brun, bonne journée à vous.